Bonjour à toutes et à tous. Ma présentation a un titre plutôt ambitieux, choisir son aménagement acoustique pour atteindre les valeurs cibles de la norme dont on parle depuis ce matin, la norme NFS 31199. Donc, comme l'a dit Guy, l'objectif de ma présentation, c'est de mettre en évidence les effets de l'aménagement sur les valeurs des indicateurs de la norme. Et pour ça, j'ai réalisé la simulation du réaménagement d'un bureau en essayant différents traitements acoustiques. Et donc l'idée, comme l'a dit Guy, c'est de mettre en évidence les indispensables du traitement acoustique. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est en quelque sorte traduire les recommandations abstraites de la norme, donc en termes de valeur d'indicateur, plutôt les traduire en aménagement pratique. Donc d'abord un petit rappel et quelques précisions sur les indicateurs sur lesquels se concentre cette présentation. Donc c'est les indicateurs qui caractérisent la propagation de la parole. Donc on a d'abord la D2S qui est en pratique la baisse du niveau de la parole lorsque la distance au locuteur est doublée. Donc la D2S va caractériser le bureau dans son ensemble et elle va être particulièrement impactée, on va dire, par à la fois la propagation directe, donc la propagation en ligne droite, et puis toutes les réflexions à la fois sur le plafond et sur les murs et vitres latérales. Le deuxième indicateur sur lequel se concentre la présentation, c'est l'atténuation poste à poste, donc qui est la baisse du niveau de la parole entre deux postes voisins, qui est elle, une caractérisation beaucoup plus localisée de l'aménagement du bureau, et du coup qui va être plus impactée à la fois par la propagation directe, mais aussi la propagation sur le plafond. Donc le bureau qu'on a utilisé pour la simulation ici est un bureau assez simple. On a un bureau, un local rectangulaire de 120 mètres carrés qui peut accueillir 32 collaborateurs organisés en deux rangées d'îlots de 4 postes de travail. Donc d'abord, on va préciser tout de suite que ce local, il ne facilite pas le traitement acoustique. On a d'abord deux grandes surfaces vitrées latérales qu'on voit ici en bleu sur le plan. Et puis, on a 120 mètres carrés pour 32 collaborateurs, ce qui laisse une surface inférieure à 4 mètres carrés par collaborateur, ce qui est plutôt faible. Et donc, on va appliquer à ce bureau différents aménagements acoustiques. Donc on va essayer des plafonds de différentes qualités, des cloisonnettes de différentes qualités acoustiques et de différentes hauteurs. Donc qu'est-ce que c'est qu'une cloisonnette de bonne qualité? C'est une cloisonnette qui est à la fois absorbante et isolante. Donc pour être absorbante, elle a besoin d'être constituée de matériaux absorbants. Et pour être isolante, elle a besoin d'avoir des couches massiques dans son architecture. Donc on a deux types d'architecture. On a soit à gauche une couche massique, donc une planche de bois prise en sandwich entre deux couches de mousse absorbante. Et on a l'architecture, on va dire, inverse, avec la mousse, la couche absorbante prise en sandwich entre deux couches massiques. Et dans ce cas-là, à droite, il faut que les couches massiques soient perforées, pour parler simplement, pour que le son parvienne jusqu'à la couche absorbante. A l'inverse, une cloisonnette de mauvaise qualité acoustique, ça va être des cloisonnettes beaucoup plus simples qui sont soit constituées uniquement de planches de bois éventuellement recouvertes de tissu, ou on a aussi tous les éléments en plexiglas qui n'ont aucune qualité absorbante. Pour le plafond, un plafond de bonne qualité acoustique, c'est une plaque de laine minérale plutôt épaisse, donc au moins 4 cm, là où un plafond de mauvaise qualité acoustique
va être globalement une plaque de plâtre plutôt fine. Et puis on a une solution un peu intermédiaire qui consiste à installer du matériau absorbant suspendu au plafond, comme on a sur la droite. Et puis ce type d'aménagement a plusieurs appellations commerciales, on va dire. Certains parlent de nuages, d'autres d'îlots ou encore de baffles. Donc dans un premier temps, on va chercher à voir quels aménagements sont nécessaires pour aménager un bureau pour qu'il accueille un centre d'appel. Donc dans un centre d'appel, on a un grand nombre de personnes qui parlent en même temps et on a très peu de collaboration entre les différents collaborateurs. Donc la voix de chaque personne lui est utile à lui parce qu'il doit pouvoir communiquer au téléphone avec son interlocuteur, mais toutes les conversations des personnes environnantes sont source de gêne. Donc l'objectif de l'aménagement acoustique, c'est de limiter au maximum la propagation de la voix à la fois dans le voisinage et à travers le bureau, ce qui se traduit en valeur cible dans la norme d'une atténuation poste à poste supérieure à 6 dBA et une D2S supérieure à 7 dB. Donc la première grande question de l'aménagement des bureaux, c'est peut-on se passer de cloisonnettes? Donc dans un premier temps, dans notre bureau, on a réalisé un aménagement uniquement du plafond, donc en essayant un plafond de mauvaise qualité, qui est de classe C, un plafond de mauvaise qualité avec des nuages, et un plafond de classe A. Alors les résultats qui sont présents ici, qui sont affichés ici, avec à gauche la D2S, à droite l'atténuation poste à poste, et sur chacun des graphes, la valeur cible représentée par les pointillés rouges, sont, en l'absence de cloisonnettes, sont bien inférieures aux valeurs cibles. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut dire, la manière dont on explique ces résultats très faibles, c'est par le fait que sans cloisonnette, la propagation directe n'est pas du tout gênée par l'aménagement du bureau. Et donc par exemple, ça revient au... Donc, dans le cas où la propagation directe n'est pas gênée par l'aménagement, vous ne pouvez pas, dans tous les cas, dépasser une valeur de D2S de 6 dBA. Donc, même si vous êtes au milieu d'un parking, donc il n'y a aucune réflexion, vous êtes au milieu d'un parking d'une grande surface, vous ne pourrez pas avoir une D2S supérieure à 6 dBA. On observe cependant que améliorer le plafond augmente légèrement la valeur des deux indicateurs, ce qui est dû au fait que améliorer le plafond va limiter les réflexions venant du plafond et forcément augmenter un petit peu l'atténuation. Donc la conclusion de cette première étape, c'est le fait qu'on ne peut pas se passer de cloisonnettes dans les bureaux. Mais la question qui vient donc ensuite, c'est quelle cloisonnette doit-on installer? Donc quelle qualité de cloisonnette, mais aussi quelle hauteur de cloisonnette. Donc pour cette slide ici, on a dans notre bureau, on a laissé un plafond de mauvaise qualité et puis on a installé des cloisonnettes de mauvaise qualité acoustique en bleu et de bonne qualité acoustique en rouge, de différentes hauteurs, donc 110, 130, 150 et 170 cm à partir du sol. Donc sur l'atténuation poste à poste à droite, on voit qu'on a une augmentation importante de la valeur obtenue quand la cloisonnette dépasse 1,30 m. Alors en fait, la réalité, c'est pas vraiment à 1,30 m qu'on va avoir ce saut, c'est plutôt aux alentours d'1,20 m parce que la tête d'une personne assise à son poste de travail se situe à 1,20 m. Donc pour bloquer la propagation directe, il faut évidemment que la cloisonnette soit au moins aussi haute que la tête. Pour la D2S, on voit que augmenter la hauteur des cloisonnettes et augmenter la qualité des cloisonnettes conduisent à une augmentation de la D2S. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il est nécessaire d'associer un traitement acoustique du plafond et l'installation de cloisonnettes, préférablement de bonne qualité acoustique. Et donc maintenant qu'on sait qu'il faut des cloisonnettes et installer un traitement acoustique sur le plafond, la question c'est
est-ce qu'un traitement acoustique quel traitement acoustique est nécessaire sur le plafond. Donc pour cette slide-ci, on a installé des cloisonnettes de classe A, donc de bonne qualité acoustique, et puis on a fait varier le traitement acoustique du plafond et la hauteur des cloisonnettes. Donc ce qu'on voit ici, c'est que sur l'atténuation poste à poste, donc à droite toujours, un traitement local du plafond, donc avec des nuages, suffit à atteindre les valeurs cibles, quelle que soit la hauteur des cloisonnettes. Par contre, la conclusion est différente si on regarde la D2S, où on atteint difficilement la valeur cible de la norme avec un plafond de classe A et des cloisonnettes de 1,70 m de haut. Donc, on pourrait s'arrêter là en disant, bon ben voilà, il suffit d'installer des cloisonnettes de 1,70 m de haut et de réaliser un traitement acoustique du plafond. Mais ce n'est pas satisfaisant parce que des cloisonnettes de 1,70 m de haut, ça isole les collaborateurs. Et comme on l'a vu ce matin, le bruit n'est qu'une composante de la qualité globale d'un bureau. Certes, si on n'a plus de problème de bruit, mais que les collaborateurs se sentent isolés, on n'aura pas forcément à arranger la situation. Donc, l'observation qu'on fait à ce moment-là, c'est que tel qu'il est, on le voit sur le plan en bas, les cloisonnettes acoustiques ne viennent pas du tout gêner les réflexions latérales sur les vitres. Donc l'idée, ça va être de régler ce problème en installant des cloisonnettes non seulement entre les collaborateurs qui se font face, mais aussi entre les collaborateurs qui sont côte à côte. C'est ce qu'on a fait sur cette slide, où on a toujours les mêmes observations sur l'atténuation poste à poste, où un traitement acoustique local du plafond suffit à atteindre les valeurs cibles. Et cette fois-ci, sur la D2S, on voit que avec des cloisonnettes d'1,50 m, on atteint les valeurs cibles pour tous les plafonds. Et puis on voit qu'on s'approche fortement de la valeur cible de la D2S avec des cloisonnettes d'1,40 m de haut et un plafond traité acoustiquement. Donc pour conclure sur l'aménagement d'un bureau pour un centre d'appel et même plus largement pour un bureau qui héberge une activité non collaborative, c'est qu'il faut de préférence installer un plafond de bonne qualité acoustique, mais dans le cadre d'une activité, on va dire, peu bruyante, installer des nuages de qualité peut suffire. Concernant les cloisonnettes acoustiques, il faut qu'elles soient de bonne qualité, donc qu'elles soient absorbantes et isolantes, et de hauteur suffisante. Disons, d'un point de vue acoustique, le minimum absolu pour la hauteur d'une cloisonnette, c'est 140 cm. Et puis, il faut prendre garde aux réflexions latérales sur les murs et les vitres. Dans le cas, si le bureau a des murs sur les côtés, on peut traiter ces murs, mais si c'est des surfaces vitrées, on ne peut pas traiter acoustiquement une surface vitrée, donc il va falloir installer des cloisonnettes perpendiculaires, enfin entre les collaborateurs qui sont côte à côte. Alors maintenant, on va voir la démarche on va dire à suivre pour aménager un bureau hébergeant une activité collaborative. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes que pour un centre d'appel, où là on a plusieurs équipes indépendantes sur le plateau et une collaboration importante au sein de chaque équipe. Donc pour une personne donnée, la communication joue un rôle majeur dans son activité au sein de son équipe, mais les discussions au sein des autres équipes est un facteur de gêne. Donc l'objectif de l'aménagement acoustique, ça va être de limiter le moins possible la propagation de la voix au sein d'une équipe, mais au maximum entre les équipes, ce qui se traduit dans la norme en une atténuation poste à poste au sein des équipes inférieure à 4 dBA et une D2S supérieure à 9 dBA. Donc on a vu que l'approche était totalement différente. Là où dans un centre d'appel, on va chercher dans l'idéal à isoler chaque personne,
pour une activité collaborative, on va évidemment chercher à ne pas isoler les membres d'une même équipe. C'est ce qu'on voit à droite avec des cloisonnettes qui vont être nécessairement très hautes en verre, ce qui soulève le problème de sentiment d'ouverture que donne le bureau ouvert. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir du jour dans ces séparations? Donc on a ce type de solution pour ces séparations importantes où on a 3 panneaux suspendus au plafond et puis on a fait varier l'écartement entre ces panneaux. Et ce qu'on voit, c'est que on peut se permettre un jour de 20 cm entre les panneaux de la séparation pour atteindre les valeurs cibles. Donc, pour une activité collaborative, dans le bureau, on va chercher à isoler les équipes les unes des autres, avec des séparations de bonne qualité acoustique, éventuellement ajourées si le besoin se fait ressentir. Et puis on va éviter au maximum les séparations entre les membres d'une équipe. Par contre, là où on avait un peu de marge de manœuvre sur la qualité acoustique du plafond, dans les bureaux qui hébergent une activité collaborative, on va fortement conseiller l'installation d'un plafond de bonne qualité acoustique pour contrôler le niveau du bruit ambiant. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Luc Allen, merci beaucoup, merci infiniment pour cette présentation de votre démarche. On a bien compris à quel point, quand les choses sont faites avec la rigueur nécessaire, et Dieu sait si c'était très précis et très technique, on peut disposer de toutes les informations pertinentes pour constituer un environnement de travail plus ou moins optimal. On a bien vu aussi des limites, mais les outils sont là. Merci, cher monsieur. Alors, je vais peut-être vous soumettre quelques petites questions. Elles sont forcément précises, puisque votre exposé amène à des questions très précises. Par exemple, qu'en est-il des panneaux muraux absorbants? Justement, les panneaux muraux absorbants font partie des solutions pour limiter les réflexions latérales. Alors souvent ces panneaux sont constitués de mousse. Pour les panneaux muraux, on n'a pas besoin de la composante isolante parce que le mur répond déjà à ce problème-là. Donc souvent ces panneaux muraux sont constitués de mousse et effectivement ils sont utiles pour limiter les réflexions latérales. J'ai un autre témoignage où la personne nous dit que la réverbération sonore, enfin elle demande si la réverbération sonore si elle est diminuée, si les écrans d'ordinateur sont bien positionnés devant chaque salarié dans le cas d'une implantation en face à face, comme nous le sommes. Alors les écrans d'ordinateur vont pas limiter la réverbération. Parce que pour limiter la seule manière de limiter la réverbération, c'est d'ajouter de l'absorbant, des matériaux absorbants dans le bureau, et les écrans d'ordinateur ne sont pas absorbants. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe des cloisonnettes transparentes? Parce que j'ai un témoignage là qui dit que j'ai souvent vu des salariés retirer leurs cloisonnettes car ils étaient perturbés de ne pas avoir de vis-à-vis. On peut tous avoir vécu ça. Alors là, c'est pareil, d'un point de vue acoustique, une cloisonnette transparente n'apporte pas grand-chose, mais comme on l'a vu depuis ce matin, la qualité globale d'un bureau ouvert ne dépend pas seulement de la qualité acoustique, ça dépend surtout du ressenti des salariés vis-à-vis de leur environnement physique. Et à ce moment-là, effectivement, s'ils ont l'impression d'être enfermés, il va effectivement peut-être falloir faire un compromis sur l'acoustique.